c'est l'heure de votre journal. Yorana, merci d'être fidèle au rendez-vous. Voici les titres de ce jeudi 26 janvier. Orage surprise la nuit dernière à Tahiti. Des rideaux de pluie se sont invités, accompagnés de rafales de vent, d'éclairs et de tonnerre. Les îles du vent sont placées en vigilance orange depuis ce matin. Quelle formation post-bac pour les élèves? 3 jours pour trouver son école, pour tracer son futur. Ils sont 3000 concernés. Pêcher 12 000 tonnes de thon par an, est-ce une utopie ou une réalité? Toujours est-il que la production augmente d'année en année et le poisson est le deuxième produit le plus exporté de la Polynésie. On en parle avec un des acteurs du secteur. 40 ans que Georges Moiri s'est lancé dans la pêche. Il est notre invité ce soir. Ils sont russes ou ukrainiens et observent le conflit à des milliers de kilomètres depuis 11 mois. À distance, ils tentent de soutenir leurs familles respectives. Vous entendrez leur témoignage à la fin de ce journal. La pluie d'hier soir aura causé quelques désagréments. À Punaouia, le tunnel noyé et la route inondée. À Heiri, c'est pareil. La rivière est sortie de son lit, occasionnant au passage quelques casses. On fait le point avec Ismaël Tahiata et Hubert Liao. Quand la nature n'en fait qu'à sa tête, ça donne ça. La chaussée de la mairie complètement inondée. C'était ce matin, un peu avant 5 heures. Toute l'eau a été évacuée en moins d'1 heure. Là, on est en train de nettoyer la boue. La boue, comme c'est épais, bon, l'eau, il est évacué, mais il manque à nettoyer la boue. Il y en avait plein ce matin? Ça va. Il y avait plein, mais pas autant. Il y a plein d'eau, mais pas beaucoup de boue. Fa'a aussi a beaucoup souffert de la pluie. À Heiri, la rivière est sortie de son lit, entraînant dans son sillage de nombreux déchets en tout genre. Là, ça a débordé notre tuyau. Hein. Quand ça a coulé par-dessus la route, ça a été bien creusé la terre à côté de nos tuyaux. Et du coup, vous avez coupé l'eau? Voilà, du coup, on a coupé l'eau. Que ce quartier-là va être arrêté. L'eau a continué sa folle chevauchée jusqu'à la route de ceinture. Ce supermarché en fera les frais. La pharmacie, elle, aura un peu plus de chance. Il y avait beaucoup de boue? Ah, beaucoup, il y a. Beaucoup ce matin. Mais 5 heures. C'est vous-même les employés qui nettoient? Oui. Et quand les pompiers ont vu, ils sont venus nous aider. Et cette boue, elle vient d'où? Elle vient d'en haut, là, de Teromaheri, là. À chaque pluie, il y a toujours de la boue. Ouais, quand il y a une pluie forte, hein, tout évacue et ça vient ici. À chaque forte pluie, les pompiers de Fa'a sont prêts à intervenir. Ici, surtout à Heiri, où les inondations sont récurrentes. Depuis ce matin à 4 heures, on était sur Pirfo. Hein. C'est un débordement. Ce sont des troncs d'arbres qui a fait un débordement sur la route. On a fini ce matin, on est resté pour venir aider notre population. Beaucoup de pluie depuis hier soir, des rafales de vent aussi, mais surtout une très grosse houle du nord. Au spot d'Orofara, pas besoin de se presser, il y aura des vagues pour tout le monde. Et ce matin, il est tombé 30 litres d'eau par mètre carré à Fa'a, le double à Fataoua. Le mauvais temps devrait perdurer jusqu'à demain, selon les prévisionnistes de Météo France. Les îles du vent sont toujours placées en vigilance orange. Plus de détails avec Patrick Richemont, il répond à Hubert Liao. On a encore des chapelets de nuages convectifs orageux qui sont attendus pour la nuit prochaine. Donc, au passage de ces nuages convectifs, forcément, sous grain, on peut avoir encore des rafales de l'ordre de 70 à 80 km/h, voire même par moment, pouvant atteindre, voire dépasser les 100 km/h, et principalement sur les hauteurs et dans les vallées encaissées. Lorsqu'on parle d'orage, il y a un peu de tout. Il y a le phénomène électrique qui est pris en compte. Il y a les vents violents, surtout les vents violents. Et évidemment, lorsqu'on a de l'orage, c'est souvent lié à des cumulonimbus. Donc, sous des cumulonimbus, il peut tomber des corps de flotte. Et donc, par conséquent, des gros cumuls sont également possibles, comme je l'avais précisé, sur les hauteurs et dans les vallées encaissées. Vigilance et prudence donc sont de rigueur ces prochaines heures. Le beau temps devrait être de retour demain après-midi.
Que faire une fois le bac en poche? Si parmi les 3000 élèves de terminale, certains savent déjà quelles études ils vont faire, d'autres s'interrogent encore. Un forum leur est tout spécialement dédié, un forum post-bac avec 96 stands pour leur présenter toutes les possibilités. Ce matin, les élèves des lycées de Taravao, de Papara et de Papeete étaient invités à trouver leur voie. Natacha Silagi, Jérôme Lee. Tutaki et Teritei arrivent du lycée de Papara. Ils sont tous les deux originaires des Australes et n'ont qu'une vague idée de ce qu'ils voudraient faire après le bac. Du coup, le forum tombe à pic. Ici, une école qui permet d'apprendre à fabriquer des jeux vidéo, pourquoi pas? Ici et là-bas, vous pouvez voir, c'est des jeux vidéo qui ont été faits en deuxième année. Moi, je suis plutôt du côté de la littérature, je ne suis pas très technologique. Et tu t'es arrêté quand même par curiosité? Ouais, déjà j'aime les jeux vidéo. Je suis plus PlayStation. Je pense que ça peut vraiment intéresser une école qui apprend comment créer ces jeux vidéo, qui apprend vraiment la science derrière ce qui fait un jeu vidéo fun en fait. Les deux copains de classe aimeraient plutôt faire leurs études à l'université, avec une idée en tête, devenir enseignant. Vous avez une formation qui vous prépare, pour ceux qui souhaitent être professeurs de langue polynésienne et de français. Déjà, j'aimerais aller à l'UNIF parce que j'ai fait un bac général et j'ai pas la possibilité de travailler après mon bac. Moi, c'est pareil, je vais aller aussi dans la licence de langue polynésienne. Pourquoi? Parce que j'aimerais enseigner la langue polynésienne. Les jeunes n'ont pas de culture universitaire et donc c'est aussi le but de ces salons, le but aussi des futures portes ouvertes à l'université, que de les préparer à un environnement qu'ils ne connaissent pas et qui parfois les inquiète un petit peu. Et parmi la centaine de stands, celui de la gendarmerie avec ses 300 métiers a du succès. En gendarmerie, vous pouvez rentrer, intégrer la gendarmerie avec ou sans diplôme. D'accord ? Les deux élèves de Papara sont plutôt intéressés. Le métier de gendarme, c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs secteurs. Il y a le secteur opérationnel et le secteur technique. On parle des contraintes, des avantages du métier, d'accord ? Leur dire clairement, leur donner des conseils surtout, parce que c'est bien de leur dire ce qu'ils peuvent faire, mais je pense qu'ils sont aussi demandeurs et de conseils. Donc on est là pour essayer de les informer au mieux possible. Le forum propose près d'une centaine de voies différentes, une fois le baccalauréat en poche. De quoi découvrir des envies d'études auxquelles on n'avait pas songé. Et eux ont déjà trouvé leur voie. Je vous parle de ces élèves de terminale Bac Pro du lycée de Bora Bora. Ils souhaitent faire carrière dans l'hôtellerie-restauration. Une dizaine a visité le lycée hôtelier de Punaouia pour découvrir l'établissement et connaître les différentes opportunités qu'il leur offre. Les possibilités sont nombreuses et surtout les débouchés sont variés, notamment sur la perle du Pacifique. Rani Hei Toimata Tepouhiar y répond à Axel Mézinel et Teba Luvra. Je me suis intéressée à une mention, celle de la mention complémentaire où tu travailles 3 jours en entreprise et 2 jours tu es à l'école. C'est seulement pour une année, c'est comment dire, tu refais à peu près la même année ce qu'on a fait là-bas nous et du coup je préfère voir autre chose que ce qu'on a vu à Bora. Sachez aussi que le forum post-bac se tiendra à Ayatia le 3 février de 7h30 à 15h30 au lycée à Doutourua. Autre secteur d'avenir, la pêche hauturière. Elle reprend des couleurs. La production annuelle atteint 7000 tonnes et l'objectif est de 12 000 tonnes d'ici 10 ans. La mission est certainement réalisable car le secteur est très soutenu par le pays et l'État. Un reportage de Sibel Plichard, Inacio Raveino et Patrick Sing Sing. La qualité du poisson plutôt que la quantité. Les thons de notre aire marine gérée font des envieux. Pas de pêche à la Seine en Polynésie, la technique de la palangre est citée en exemple pour la préservation de la ressource. Une quinzaine d'armateurs tirent leur épingle du jeu, tout comme la défiscalisation locale. La défiscalisation nationale permet une économie de 30% sur la construction d'un bateau. L'État participe activement en renforcement des moyens sur le financement des bateaux. Et c'était normal que ce matin, qu'ils puissent regarder voir un peu de plus près l'activité, la tendance de l'activité, parce que c'est en augmentation. 30% des produits de la pêche hauturière sont exportés, principalement vers le marché américain. Le reste est distribué sur le marché local. Le poisson est transformé ici, au port de pêche. Les mareyeurs n'ont qu'un souhait,
agrandir les locaux pour répondre aux normes internationales de plus en plus exigeantes. Il s'agirait quand même d'apporter un réaménagement assez conséquent sur ce port de pêche qui a été structuré et dessiné il y a une vingtaine d'années maintenant, un peu plus même, et qui aujourd'hui a besoin d'un bon réaménagement pour pouvoir répondre aux besoins et aux normes des 20 prochaines années. Sollicité, le représentant de l'État se montre attentif. Mais ce qui l'interpelle encore davantage, ce sont les recrutements potentiels. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui finalement ne sont pas faits pour les filières académiques et il y a des Polynésiens qui sont faits pour la pêche. Et on peut très bien gagner sa vie. Le patron ici m'a dit que les salaires allaient entre 250 000 et 600 000 francs pacifiques. Donc c'est quand même des métiers rémunérateurs et qui permettent de vivre dignement. Des doléances, mais aussi de la reconnaissance. Les armateurs en ont profité pour remercier l'État qui lutte contre la pêche illégale et assure la sécurité en mer. Et c'est aussi grâce à la persévérance et au courage des professionnels que le secteur se porte bien. Aujourd'hui, vous êtes l'un d'eux, Georges Moir Iyorana. Bonsoir. Merci d'être sur la première ce soir. Alors une question tout d'abord sur l'objectif qui est fixé par le schéma directeur de la pêche. Comment atteindre 12 000 tonnes d'ici 10 ans ? 12 000 tonnes, je pense que ce n'est pas difficile à atteindre. Maintenant, il faut mettre les moyens. Tout d'abord, mon ami Yan Ching parlait de restructurer le port de pêche. Je pense que c'est une première chose à faire. Ensuite, il y a la formation. On voyait un sujet sur les élèves. Donc, orienter, susciter des vocations très jeunes. Donc, c'est l'objectif du futur collège de la pêche ou de la mer. On ne sait pas comment il va s'appeler. Et ensuite, il faut y aller, quoi. Il faut aller en mer, il faut passer du temps, il faut s'investir. Mais 12 000 tonnes, c'est faisable. En 1980-85, l'Orstom, à l'époque, parlait déjà de 30 000 tonnes. Donc 12 000 tonnes, c'est faisable. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre ce chiffre ? Il faut y aller pas à pas, parce qu'il faut former les hommes, il faut construire les navires. Donc aujourd'hui, c'est un manque de moyens financiers et humains ? C'est financier et humain. Et structurel. Donc, il faut mettre en place les outils. Donc, un port de pêche moderne avec des capacités pour recevoir une telle quantité de poissons chaque année. Ensuite, il faut former les hommes et les femmes qui vont venir exploiter, mettre en valeur tout ce poisson. Et bien sûr, il y a l'aspect investissement. Donc, nous, les professionnels, nous sommes là pour le réaliser avec le soutien de l'État et du pays. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir construire localement tous nos navires. Donc, on a atteint une technicité, une excellence au niveau de nos chantiers navals qui est pas à envier aux pays étrangers, quoi. Aujourd'hui, vous parlez de formation, mais est-ce que les candidats aussi, il y en a sur le marché ? Je pense qu'il faut aller les chercher dans les écoles, susciter les vocations. Je pense qu'on est entouré de mer, donc naturellement, les jeunes viennent à la mer. Et ensuite, il faut peut-être plus d'informations, comme disait le haut-commissaire, expliquer quel serait le revenu du pêcheur et apporter plus de visibilité aussi, éventuellement, dans leur avenir, grâce à une couverture sociale qu'on est en train de travailler, d'améliorer d'année en année. Donc c'est un travail très long qui a été entamé en 1993 et pas à pas, on est en train d'y arriver. Et aujourd'hui, sur les 12 000 tonnes, vous visez plus le marché à l'export ou le marché local ? Le marché local sature à 4 000 tonnes. Donc on consomme 4 000 tonnes localement. Donc sur 12 000 tonnes, il va rester 8 000 tonnes pour l'exportation. Et 8 000 tonnes, c'est environ 8 milliards d'entrées. Donc notre objectif, c'est bien de participer à l'équilibre de la balance commerciale de notre pays. Et principalement sur le marché américain aujourd'hui, est-ce que vous visez d'autres marchés ? Il y a d'autres marchés à développer, il y a l'Asie aussi. Mais aujourd'hui, par manque de poissons, nous restons sur des marchés qui sont très proches de nous. C'est quelques heures d'avion, les États-Unis et la France. Et justement, avec l'évolution du climat, son impact sur la migration des espèces, comment est-ce que vous envisagez l'avenir ? Est-ce que la pêche durable fait partie de vos priorités ? Oui, notre pêcherie est classée MSC, donc pêcherie durable. Donc ça a été une certification longue à obtenir, mais nous l'avons aujourd'hui depuis 2019. Concernant la ressource, les chercheurs du Pacifique et de l'ONU ont annoncé qu'avec le réchauffement climatique
Ce serait favorable. Ça serait favorable. On va avoir une migration des espèces pélagiques vers le centre du Pacifique où nous nous situons au 180. Donc vous restez confiant? On reste confiant pour les 100 années à venir. Merci beaucoup, Georges Moari, pour toutes ces explications ce soir. L'année 2022 a aussi été fructueuse pour le tribunal administratif. Les magistrats n'ont pas chômé. La preuve avec ce chiffre, 570, c'est le nombre de décisions rendues avec un délai de jugement très inférieur à la moyenne nationale. 4 mois et 28 jours. Un tiers des requêtes concernées des contentieux de la fonction publique. La juridiction administrative démarre l'année avec un nombre important d'affaires à traiter. 234, mais toutes n'ont pas un an d'ancienneté. Son président répond à Patrick Sing Sing. C'est le premier contentieux que l'on traite ici, à peu près un tiers. On est le juge du travail des agents publics. Et sinon, par ordre décroissant, on a quand même les affaires de contrat public, de marché public, hein, et l'urbanisme et le fiscal, c'est les gros morceaux. Pour cette année 2023, on a le traitement d'une série locale importante qui va beaucoup nous occuper, puisqu'on a été saisi d'une série introduite de recours introduites par des enseignants du premier degré qui réclament l'indemnisation d'heures supplémentaires qu'ils estiment effectuées. Il y a quand même 481 dossiers du même type qui sont parvenus au tribunal, dont 3 ont été appelés à l'audience dernière du 24 janvier. Et là encore, la solution sera rendue le 7 février. Le tribunal administratif qui compte 8 agents. Et alors, 10 mois maintenant qu'une équipe d'ouvriers reboise le littoral, Kahaya, Mekimiki, Pura ou encore Tamanu sont plantés tout autour de l'atoll à l'aide de compost artisanal. Ces travaux sont l'objet d'une convention entre la commune et l'Office français de la biodiversité. Le but est de créer un rempart végétal contre les aléas climatiques. Mathieu Allo a recueilli cette réaction pour nous. On sélectionne des plantes qui supportent l'air marin déjà. Mais on a pas mal de plantes qui supportent l'air marin. Par exemple, comme le ngapata, déjà le nyongyo, les kahaya qui supportent aussi l'air marin, il y a le puro. Le but c'est pour la protection déjà, pour se protéger du vent, des grosses marées. Et sinon, le coup qu'on met là-bas, c'est pour garder la terre, pour ne pas que... Parce que quand c'est fort la mer ramasse la terre. Hein. Pour retenir la digue. Voilà, en forme de digue, quoi. C'est pour ça qu'on met ces plantes-là. Et enfin, 11 mois. Cela fait 11 mois que le conflit perdure en Ukraine. Depuis le 24 février, les familles des habitants scrutent chaque opération, même à plus de 16 000 km. Et tous les matins, elles ont la même angoisse, ne pas réussir à joindre les siens en terrain de guerre. Elles se sont confiées à Chiquita Teiva et Teva Levra. Timofey est ukrainien. Il a trouvé l'amour en Polynésie il y a 5 ans avec Iris, une Polynésienne. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, c'est uniquement par téléphone qu'il communique avec sa mère à Tcherkassy. Tcherkassy où les bombardements continuent, car sur place, les Ukrainiens résistent. Ils passent plusieurs heures par jour sans électricité à cause de bombardements. Et vous voyez, comme cette nuit il y avait de l'orage, c'est à peu près même orage, mais pas à cause des éclairs. Bon, parfois il y a des entraînements, mais parfois c'est défense aérienne qui intercepte d'autres roquettes. Timofey a obtenu la nationalité française il y a 1 mois. À défaut de pouvoir faire venir sa famille, sa mère et son petit frère devraient avoir la chance de voir leur futur enfant. J'ai hâte parce que voilà, ça va être une rencontre, ça va être beaucoup de larmes. Une rencontre avec moi, une rencontre avec bébé. J'ai hâte de voir comment ça va être, quoi. Parce que voilà, à force de voir la caméra, alors que là, on va pouvoir communiquer autrement, peut-être par la cuisine, la pâtisserie, j'en sais rien, et puis voilà, quoi. En Polynésie, ils sont aussi une vingtaine de Russes, comme Maxime, ou russo-ukrainiens, comme Elena. Depuis le début du conflit, ils se retrouvent plus souvent entre amis et préfèrent taire les propos qui fâchent. Elena est à Tahiti depuis 7 ans et tout ce qu'elle souhaite pour les 2 peuples, c'est la paix. Qu'est-ce que je peux faire d'ici, de loin? Moi, je ne peux pas influencer les événements d'ampleur mondiale.
Mais je peux agir chez moi, en fait. Ce que je peux faire, c'est apporter la sérénité à la maison, pour mes proches qui sont loin, du positif. La guerre a été un énorme choc pour chacun d'entre nous. Personnellement, ça m'a brisé. Cette guerre a brisé la vie de millions de personnes, des gens qui avaient une carrière, une famille. Vous devez aussi comprendre que beaucoup de gens meurent. C'est incroyable. Actuellement, 180 000 morts rien qu'en Russie et autant chez les Ukrainiens. La communauté russo-ukrainienne de Polynésie mesure la chance qu'elle a de vivre loin de ce conflit et continue de soutenir moralement leur famille chaque jour tout en retenant leurs larmes. C'est ainsi que s'achève ce journal. Voici l'information principale. Vigilance et prudence ce soir jusqu'à demain après-midi. Les îles du Vent sont placées en vigilance orange pour les orages. Ceux qui se sont abattus la nuit dernière sur Tahiti et Moorea ont causé quelques dégâts. À la une de votre quotidien Tahiti Info, demain, Cabis, le ras-le-bol. Ce soir, de nouveaux épisodes de la série Greenleaf, puis McDonald et Dodds. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Maruki Duri vous accompagnera ce week-end. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir lundi. Prenez soin de vous et bon week-end. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.